Bienvenue à tous et à toutes dans la chaîne Astronature 49. Nous serons donc en compagnie de Mathieu et de Pascal, tous les deux astronomes amateurs dans le 49, et je leur souhaite la bienvenue. En tout cas, dans cette émission, nous allons parler de la comète C2019Y4 Atlas. Alors, comme son nom l'indique, elle a été découverte en 2019 à la toute fin de l'année. Et le mois dernier, on avait juste évoqué dans nos éphémérides que son activité était spectaculaire. Donc, qu'en est-il ces jours-ci? Eh bien, Pascal, je te laisse la parole. Très bien. Alors, bonjour Nathan, et puis bonjour à Mathieu aussi. Alors, vous êtes confinés comme moi. Heureusement qu'on peut s'évader de temps en temps, comme ça, avec ces émissions. Alors effectivement, on va parler un petit peu de la comète Atlas. Là. Vous avez peut-être vu dans les actualités, on parlait de cette comète qui était en train de se désintégrer. Alors en fait, elle avait été, comme tu l'avais dit, découverte le 28 décembre 2019. En fait, elle faisait partie des comètes en fait, relativement brillantes. La queue de cette comète s'étendait en fait sur une distance de 720 000 km. Alors, ça fait à peu près 2 fois donc l'orbite, 2 fois plus grande que l'orbite, que Jupiter. Et donc, actuellement, cette comète traverse les constellations de Persée et la constellation de la Girafe. Donc là, ce mois-ci, au mois de mai aussi, et puis au mois de juin, elle doit traverser la constellation d'Orion. Mais là, rien n'est plus sûr du tout maintenant. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, elle devait être visible à l'œil nu même dans les prochaines semaines. Mais en fait, on l'a étudié, les dernières images qui ont été prises le 5 de ce mois-ci, le 5 avril, eh bien, montre 3 choses concernant cette comète. Premièrement, elle montre un allongement de son noyau. Deuxièmement, une diminution de sa production de poussière. Et troisièmement, une anomalie dans sa trajectoire qui n'est plus en fait rectiligne. Alors, quand on met toutes ces observations ensemble, eh bien, il n'y a qu'une hypothèse certaine qui s'impose, c'est en fait la rupture du noyau et donc la disparition très probable et très soudaine en fait de cette comète. Voilà. D'accord, merci Pascal pour ces informations. Mathieu, tu veux rajouter quelque chose? Oui, effectivement, on a énormément de choses à dire sur Atlas. C'est vrai que quand, un peu après sa découverte, on va dire que après donc, le décembre 2019, elle n'était pas extrêmement jolie à observer, puisque début février, sa luminosité de plus 17 interdisait toute observation visuelle, même avec de très gros instruments d'amateurs. Mais un mois plus tard, un mois et demi plus tard, à la mi-mars, elle est devenue 4000 fois plus lumineuse, atteignant une magnitude de plus 8. Donc c'est assez extraordinaire ce qui s'est passé en si peu de temps. Elle est partie d'une banale comète de base à une comète absolument prometteuse. D'ailleurs, les paris ont été lancés tout de suite, puisque les prédictions les plus optimistes prévoyaient qu'elle soit visible à l'œil nu début avril, en pleine nuit, et puis qu'elle atteigne un éclat délirant au mois de mai, puisqu'elle devait atteindre au minimum la magnitude plus 1, voire au mieux une magnitude de moins 5, c'est un peu plus que la brillance de Vénus. Et certains même disaient qu'elle pourrait atteindre moins 10, c'est la lumière qui est amenée par un croissant de lune, donc c'est absolument énorme. Elle serait donc devenue visible en plein jour. Fin mars, alors sa queue, elle est devenue gigantesque, 2 fois plus grande que le Soleil,
avec une traînée de 3 millions de kilomètres de distance en ce qui concerne de l'éjection de la poussière donc, du noyau. Et puis elle est donc facilement observable avec de petits instruments, un télescope de 114 mm ou une lunette de 80 mm par exemple, permet déjà de l'observer sans trop de difficultés. Peut-être même aux jumelles, ça reste à voir parce que moi j'ai essayé à la fin du mois de mars et j'ai pas réussi avec une paire de jumelles 50 mm d'objectif. Bon après, peut-être que j'étais pas dans les meilleures conditions non plus pour tenter l'observation. Et à la fin mars, donc sa magnitude frôlait plus 7. Donc elle était quasiment observable à l'œil nu, à peine. Alors, encore un petit chouïa là, et puis la comète aurait progressé. Et le fait qu'en plus elle suive donc la même orbite que la célèbre grande comète de 1844, eh bien, faisait qu'elle laissait encore rêveur. Seulement, début avril, ça a été le choc, puisque le noyau cométaire va se désintégrer en plusieurs morceaux, comme l'a dit Pascal tout à l'heure, et ça va faire que l'objet va perdre en luminosité jusqu'à retomber donc à la 10e magnitude en milieu de mois. Alors c'est-à-dire qu'elle est devenue 6 fois moins lumineuse que lorsqu'elle atteint son summum à la mi-avril. Actuellement, donc, elle connaît quelques sursauts de luminosité. Là, au 20 avril, apparemment, donc, elle a remonté à la magnitude plus 9. Peut-être qu'elle peut encore être cherchée dans un petit télescope ou une lunette. Cela dit, il va falloir faire vite parce que les prévisions sont désormais très pessimistes et elle pourrait devenir inobservable dans quelques semaines. Alors, à la fin mai, quand même, pour ceux qui veulent tenter l'observation, donc elle va passer près de l'amas des Pléiades, et entre fin juin et mi-juillet, donc elle traversera la constellation d'Orion. Début mai, donc ça va être un peu plus délicat de la chercher, parce qu'elle navigue entre la Girafe et Persée, qui sont deux constellations dépourvues de repères faciles à identifier. De fin avril à début mai, donc elle sera toutefois environ un tiers d'une ligne imaginaire partant de Capella, donc en direction de l'étoile polaire. Ça peut être un repère pour essayer de la trouver. Le problème dans tout cela, c'est que si on devait faire un petit résumé, une petite conclusion sur cette comète, et même toutes les comètes d'ailleurs hein, qu'on observe, c'est que si l'évolution de l'activité d'une comète est prévisible, aller sur quelques jours ou quelques semaines à la rigueur, on peut appréhender avec exactitude sa trajectoire longtemps à l'avance. Ça, c'est plus facile. Voilà. Donc, juste une dernière information pour terminer. Sa queue, elle est verte. Donc, c'est dû à sa composition, en fait. Hein. C'est une composition qui est carbonée. Donc, c'est du carbone. Et donc, non, pardon, c'est pas la queue hein, qui est verte, c'est la chevelure qui est verte. Et les filtres, donc on pourrait se poser la question, est-ce qu'on peut l'observer finalement à travers des filtres quand on observe avec un télescope ou une lunette? Quels filtres sont potentiellement utilisables sur ce genre d'objet? On pourrait penser que des filtres O3 et UHC permettent d'observer, enfin de rehausser le contraste d'une telle comète. Alors c'est pas le cas, hein, parce que les filtres O3 et UHC n'ont pour vocation que d'observer des objets qui contiennent de l'oxygène, en l'occurrence des nébuleuses. Voilà, qui ont une teinte verte aussi, c'est pour ça qu'on peut confondre les deux teintes, mais voilà, nébuleuses et oxygène n'ont pas la même composition, donc les filtres ne sont pas forcément adaptés. Bah merci en tout cas à tous les deux de nous en avoir révélé plus long sur cette comète, qui on l'a vu, on ne peut pas trop prévoir son activité à l'heure qu'il est, mais si vous avez l'occasion de l'observer, n'hésitez pas à prendre de belles photos. En tout cas, on remercie à tous ceux qui se sont abonnés sur notre chaîne, et on invite les nouveaux à nous rejoindre aussi, donc à s'abonner. Et on vous souhaite tous de bonnes observations.